Ne vous arrive-t-il pas de faire quelque chose, par exemple de regarder un paysage par la fenêtre, et pourtant d'être ailleurs, d'éprouver que votre attention est portée sur autre chose, comme par exemple sur cette discussion que vous avez eue la veille avec un ami? Qu'est-ce que c'est d'être à un moment donné conscient de quelque chose? Et peut-on trouver la trace de cette conscience dans notre cerveau? Récemment, un groupe de chercheurs américains a montré qu'une structure cérébrale, le cortex insulaire antérieur, pourrait être la porte de notre conscience. Inactivé, il nous empêcherait d'avoir accès aux stimuli, aux différentes informations qui nous parviennent à chaque instant. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre cerveau est fait de matière physique, et en particulier de neurones, qui sont faits de molécules, qui sont faits d'atomes, qui sont eux-mêmes faits de particules. Et cette matière, tout comme des gouttes d'eau sont capables de créer des orages d'une grande violence, est capable de s'organiser pour faire émerger ce qui probablement nous est le plus cher, notre conscience. De nombreuses études montrent que la représentation consciente des choses que nous sentons, que nous écoutons ou que nous voyons se fait grâce à notre néocortex, cette enveloppe qui entoure notre cerveau et qui lui donne sa forme toute particulière avec ses différentes bosses et sillons qu'on distingue bien ici. Les stimuli extérieurs, par exemple visuels, qui proviennent de notre rétine, parviennent à notre cortex via une structure plus profonde du cerveau qu'on appelle le thalamus. Pourtant, quand nous sommes inconscients, comme cela peut être le cas chez un sujet dans le coma ou tout simplement quand nous sommes endormis, cette transmission thalamo-corticale de l'information peut être préservée et pourtant ne pas être perçue de manière consciente comme on peut le vérifier chez ces personnes en leur demandant de répondre ou de rapporter ce qu'ils voient ou ce qu'ils ressentent. L'hypothèse de l'américain Bernard Baars, reprise et améliorée par les français Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, qui conçoit notre conscience cérébrale comme un espace de travail neuronal global ou en anglais de Global Neural Workspace, nous dit que les informations sensorielles perçues au niveau des différents cortex sensoriels, par exemple le cortex visuel, ne deviennent véritablement conscientes qu'à partir du moment où celles-ci sont transmises à d'autres régions corticales qui agissent en retour sur ces cortex sensoriels pour mettre en lumière ce qu'ils reçoivent comme information à un moment donné. Et c'est donc comme si on concevait notre cerveau comme la scène d'un théâtre sur lequel un projecteur, notre conscience, exposerait de sa lumière à un élément particulier de la scène qui attire notre attention à un moment donné, tout en laissant beaucoup d'autres choses en arrière-plan et donc non consciemment perçues. L'hypothèse de l'espace de travail neuronal global s'appuie sur la notion d'ignition en anglais ou d'embrasement en français. Et cet embrasement ou orage cérébral, si je reprends ma métaphore initiale des gouttes d'eau et de l'orage, se caractérise par une activation soudaine, cohérente et bien particulière de structures telles que le cortex préfrontal, pariétal inférieur, singulaire ou encore temporal, qui joueraient le rôle de projecteur sur nos cortex sensoriels qui perçoivent l'information, qui retient à ce moment-là notre attention. En effet, c'est par un jeu de connexion neuronale réciproque que tous ces cortex communiquent les uns avec les autres et qui fait que, par exemple, le cortex préfrontal est à un moment donné conscient de ce que le cortex visuel est en train de percevoir. Alors il faut également noter que cet embrasement de structure peut être initié par un stimulus externe, un signal nous intimant l'ordre de nous concentrer à un moment précis, mais il peut aussi avoir lieu de manière spontanée quand de manière soudaine, notre conscience reprend les rênes du fil de notre pensée. Alors comment tout cela a-t-il été montré? Eh bien par exemple en exposant des personnes à des stimuli visuels dont la durée d'exposition est soit assez rapide, soit trop rapide pour être perçue de manière consciente. Et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une image subliminale. La présentation de telles images, qui ne sont donc pas perçues de manière consciente, aboutit bien à une activation de votre cortex visuel, mais ne provoque pas l'embrasement soudain qu'on voit quand on perçoit consciemment une information. Ce qui nous dit que votre cerveau perçoit bien l'information, puisqu'elle est traitée par votre cortex visuel, mais n'arrive pas à votre conscience.
Un truc dont se servent allègrement les publicitaires ou autres lobbyistes pour faire passer des fois leur message. Une autre façon d'étudier notre conscience est justement d'en étudier les mécanismes quand nous la perdons, notre conscience. Par exemple, quand on est sous anesthésie générale, et c'est justement ce qu'a récemment fait une équipe de chercheurs de l'école de médecine de l'Université du Michigan. Ces chercheurs demandaient à des personnes placées dans un scanner d'accomplir différentes tâches. Soit d'imaginer qu'ils se déplacent dans les rues d'une ville qu'ils connaissent, soit d'imaginer jouer à un match de tennis, soit d'imaginer qu'ils serrent la poignée de la raquette de tennis, soit d'activement serrer un petit ballon d'air placé dans leurs mains comme s'ils serraient cette raquette de tennis imaginaire. Durant toutes ces étapes, les chercheurs enregistraient l'activité cérébrale de ces personnes par IRM fonctionnel, et ce avant, pendant et après l'injection de propofol, un puissant anesthésique général intraveineux de courte durée d'action. Avant l'injection de propofol, l'instruction qui était donnée au sujet de réaliser une action ou de l'imaginer provoquait un changement d'activité dans un grand nombre de structures cérébrales corticales et sous-corticales, incluant le thalamus, le cortex auditif primaire, responsable de la perception de l'instruction donnée au sujet, des différents cortex préfrontaux, des cortex visuels et singulaires, et du cortex insulaire antérieur. En revanche, durant l'injection de propofol, ces instructions données au sujet ne provoquaient plus qu'une activation modérée du thalamus et du cortex auditif, mais également une désactivation du cortex insulaire antérieur, suggérant que l'instruction auditive initialement traitée par le cerveau au niveau du thalamus et du cortex auditif n'arriverait plus aux étages corticaux plus élevés pour être traitée consciemment à cause d'un blocage qui aurait lieu au niveau du cortex insulaire antérieur, qui serait donc celui qui aurait les clés de notre traitement conscient des informations. Pour confirmer ce rôle majeur qu'aurait le cortex insulaire antérieur qui contrôlerait notre perception consciente des informations, les chercheurs ont pris un second groupe de sujets, cette fois-ci non anesthésiés, qu'ils plaçaient face à un écran sur lequel étaient projetées des images supraliminales durant une durée de 200 millisecondes que les sujets pouvaient percevoir de manière consciente, ou au contraire subliminales de 33 millisecondes que les sujets ne pouvaient percevoir de manière consciente. Ils demandaient notamment aux sujets, durant cette tâche, de dire s'ils percevaient des images de visage ou non. Ce que bien évidemment les sujets ne pouvaient faire lorsque les visages étaient présentés à une vitesse de 33 millisecondes. Eh bien, les auteurs de l'étude ont pu montrer que la perception consciente des visages était associée à une plus grande activité du cortex insulaire antérieur que lorsque ces visages n'étaient pas perçus consciemment par le sujet, suggérant bien que ce cortex insulaire antérieur représenterait bien les portes corticales conduisant à la perception consciente des informations sensorielles qui nous arrivent à chaque instant lorsque nous sommes éveillés. En effet, ce cortex se place à une position particulière quand on considère la hiérarchie fonctionnelle de notre cerveau, puisqu'il est à une place intermédiaire entre les régions primaires de la perception sensorielle et celles d'ordre plus élevé du traitement conscient de cette information. D'autre part, il contient de manière notoire des neurones en fuseau, ou neurones de von Economo, d'après le nom du célèbre découvreur de ces neurones. Ces neurones sont de grande taille, fusiformes, avec un buisson dendritique sur leur face basale et un axone apical unique, leur permettant d'établir des connexions distantes et rapides avec d'autres régions néocorticales. Les caractéristiques de ces neurones pourraient donc conférer au cortex insulaire antérieur certaines propriétés lui permettant de transférer l'information de manière extrêmement rapide vers d'autres cortex et de supporter ainsi les capacités d'espace de travail global énoncées dans la théorie de Dehaene échangeux. Alors bien sûr, même si les résultats de cette étude sont tout à fait intéressants, de nouvelles expérimentations seront nécessaires pour confirmer le rôle de ce cortex insulaire dans le contrôle de l'accès des informations à notre conscience. Et j'aurai très certainement l'occasion de vous en parler dans des vidéos prochaines. En attendant, merci d'avoir visionné celle-ci. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.